Merci pour cette magistrale intervention qui va me permettre de limiter un peu mes propos puisque beaucoup de choses ont été dites et je suis désolé de me cacher derrière un PowerPoint et un écran, mais on aura l'occasion dans les questions ou éventuellement dans l'atelier de cet après-midi de discuter. Ouais, je vais juste me pousser un peu vers vous. Voilà, je suis désolé. Alors, effectivement, les questions qui arrivaient pointaient en fait la question de l'éthique et de la posture professionnelle, c'est-à-dire comment faire de la place à la vie affective et sexuelle, comment faire de la place et ne pas faire à la place d'eux. C'est vraiment la question des professionnels, avec ce qui a été énoncé aussi par notre collègue psychologue, c'est-à-dire la dimension politique de l'intimité et de la sexualité, puisque ce sont des choses qui se parlent dans le socius, etc., qui sont régies aussi par des lois, des règles, mais aussi des valeurs et des habiletés psychosociales que tout le monde ne possède peut-être pas. Il suffit de voir quand on voyage qu'effectivement, on n'a pas tous les codes forcément à apporter demain. Alors, mon propos, c'est effectivement, et je vais commencer par la conclusion, de vous montrer que dans notre posture professionnelle, il s'agit de changer de paradigme, c'est-à-dire de passer d'un statut où la personne en situation de handicap était pendant très longtemps cantonnée comme objet de compassion, objet de soins, pour devenir effectivement sujet de droit, vous l'avez dit, mais aussi sujet de désir, bien entendu, désirable, et désirante. Et c'est vrai que la superbe exposition de Jérôme Deya montre aussi, je souscris effectivement, à travers l'art, c'est une autre dimension aussi du spirituel qui recouvre aussi la question de la sexualité. Alors moi, je ne suis pas médecin, oui, je suis sexologue, mais je suis psychomotricien, donc j'ai beaucoup travaillé en établissements sociaux et médico-sociaux, et ensuite j'ai effectivement mal tourné, je suis devenu sexologue clinicien, parce qu'effectivement, dans ma clinique, je rencontrais des difficultés pour accompagner des personnes dépendantes. Il s'agissait de personnes alcoolodépendantes et toxicomanes. Alors, est-ce qu'on peut encore parler de tabou alors qu'effectivement, vous l'avez dit, le sexe est omniprésent, mais peut-être qu'on parle pas suffisamment de sexualité, effectivement. Il y a sur la scène médiatique, peut-être politique aussi, beaucoup de questions du sexe, mais pas forcément du sexuel. Juste pour vous montrer c'est une série, il faudrait que je rajoute Patient, beaucoup d'autres films. Malheureusement, je suis un peu paresseux, je fais du copier-coller à chaque fois, mais vous voyez, tous ces films, ces courts-métrages sont quasiment grand public et vont nous permettre d'aborder et de discuter ensemble entre professionnels, mais aussi avec les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap et puis leur entourage, les questions liées à la sexualité. Vous avez parlé des représentations qui sont encore à l'œuvre, mais qui ont tendance à beaucoup évoluer. Donc le discours que je tiendrai... Le discours que je tiendrai a beaucoup évolué en 10 ans. En 2006, l'APF, l'Association des paralysés de France, avait commandé une enquête qui montrait qu'effectivement, 87% des Français interrogés à l'époque pensaient que vivre en couple avec une personne en situation de handicap nécessitait du courage. J'ai envie de dire, ça nous dit rien, ça, parce que vivre en couple, par définition, ça nécessite du courage. Donc, est-ce que c'est plus... C'est même une expérience cruciale. Voilà. Comme disait Lacan, c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes qu'on n'aurait jamais eu si on était tout seul. Voilà. Sachant que je m'empresserai aussi de pondérer et de dire que la sexualité, c'est aussi l'auto-érotisme et aussi la masturbation et aussi d'autres pratiques. Et dans le champ qui nous intéresse, les personnes en situation de handicap ou les personnes dites valides, c'est un champ qu'il faudra creuser également. Alors par contre, 39% des personnes pensaient que les personnes en situation de handicap n'avaient pas de vie sexuelle. Et voyez qu'on va faire très vite. Ça a beaucoup bougé puisque en 10 ans, il y a eu un deuxième sondage organisé par l'ADAPT 10 ans après, et on voit qu'une très grande progression, protection lapsus, puisque 96% des personnes interrogées en 2016 pensaient qu'il était tout à fait légitime pour les personnes en situation de handicap d'avoir une vie sexuelle. Alors je pense que du coup, ça porte ses fruits, qu'il y a des choses
chose qui porte ses fruits, puisque d'où je parle, donc je vais présenter très rapidement, succinctement, vous aurez voir sur le net, ce sera beaucoup plus simple. Je parle d'une histoire qui remonte au siècle dernier, en 1999, dans le prolongement d'un service qui avait ouvert Handicap International avec Sheila Warrembourg, qui était un service d'accompagnement à la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Donc ma question s'était posée simplement parce que lors des vacances, des séjours adaptés, il y avait effectivement ces questions qui agitaient autant les personnes concernées que les animateurs, animatrices de ces centres de vacances. Donc, le CRS, aujourd'hui, est une association loi 1901 qui est ouverte uniquement à des personnes morales, dont, effectivement, vous voyez, l'APF, la FM Téléthon, le JHP, la Fondation Mallet, Trisomie 21, la Croix-Rouge française et d'autres là qui vont, effectivement, agrandir cette liste. Et nous nous situons, puisqu'on va parler de ça, dans le champ de la promotion de la santé sexuelle pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, enfants, ados, adultes, personnes en situation de handicap vieillissante. Et je pense que c'est important de le signaler parce que si cette thématique est aussi présente aujourd'hui, c'est aussi parce que les personnes, et c'est bien heureux, en situation de handicap ont gagné en espérance de vie. Voilà, donc ces questions peuvent se poser désormais beaucoup plus facilement. Donc, quel que soit, le CRS intervient auprès des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature ou l'origine du handicap, tout type, donc, que les personnes aient fait un choix de vie, je mets entre guillemets, à domicile ou en établissement. Dans plusieurs pôles. Un espace ressources, on est basé à Lyon, on intervient sur l'ensemble du territoire français. Je vais passer vite, on pourra en reparler dans les questions ou cet après-midi. On a un centre ressources documentaires avec 1200 références, j'en ai emmené quelques-unes, mais très peu dans ma valise pour cet après-midi, qui sont des outils ou des documents qui peuvent être empruntés à Lyon. On intervient sur l'ensemble du territoire français. Recherche et développement, donc on est effectivement partenaire de la FIRA, la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap, et j'en parlerai peut-être plus tard également. L'idée, c'est de développer des réponses concrètes. Il faut passer effectivement des imprécations, des sensibilisations à des choses concrètes à mettre en place désormais dans l'accompagnement des personnes. Et concrète ne veut pas dire effectivement pousser à ou dépasser ou consommer, quoique. Donc je vous parlerai d'un projet en fait qui va dans le sens aussi de l'empowerment, c'est-à-dire la capacitation des personnes à se prendre en charge elles-mêmes, puisqu'en fait c'est une des valeurs qui nous anime dans le cadre du Centre ressources handicap et sexualité, c'est de ne pas parler à la place des personnes, mais c'est qu'on puisse faire ensemble, effectivement, un bout de chemin pour mieux comprendre ce qu'il en est de la sexualité. J'ai envie de dire la leur et la nôtre, parce qu'effectivement, ça nous renseigne beaucoup aussi sur notre propre sexualité. Donc, on est sur un projet de recherche actuellement qui s'appelle Mes Amours, où on a fait, pour dire très rapidement, mais je pourrais le développer, après une recension, après effectivement des focus group, on a constitué des binômes de personnes qui présentent une trisomie 21 et une déficience intellectuelle, qui se sont réunis 4 week-ends à Lyon et qui ont créé une exposition qui sera disponible bientôt. Voilà. Et donc, ils seront en charge de travailler par binôme, une personne qui a une trisomie 21, une personne qui n'en a pas, de co-animer la visite de cette exposition. Troisième axe, c'est la formation, la sensibilisation, et j'insisterai sur la formation initiale et la joie de vous retrouver aujourd'hui, et le regret encore que malheureusement cette dimension ne soit pas présente dans tous les IRTS, les IFSI, etc. Bien qu'il y a un gros, effectivement, un gros progrès qui a été noté. Je rappelle que l'année dernière, il y a une question qui est tombée pour le diplôme d'État d'EduxP qui concernait cette dimension de la vie affective et sexuelle. Enfin, l'accompagnement. Et il s'agit effectivement d'accompagner des couples dont l'un ou l'une est en situation de handicap ou les deux, des hommes en situation de handicap, des femmes en situation de handicap. Vous voyez que ça fait curieux de dire hommes en situation de handicap et femmes en situation de handicap, parce que souvent le fait de dire personne en situation de handicap, c'est aussi peut-être une forme de déni du sexuel, et j'avais envie de dire de l'identité aussi, ce qui était ce que vous avez dit autour de l'humanité, c'est-à-dire que notre humanité va se fonder aussi dans notre identité qui est reconnue par l'autre en tant qu'être sexuel.
Des hommes, des femmes, effectivement, mais aussi des enfants dans le cadre de groupes d'éducation à la sexualité, et des adultes, et où on parle, nous, de groupes d'expression autour de la vie affective et sexuelle, puisqu'en fait, on a beaucoup de mal au CRS à penser qu'on reste éducateur d'adultes jusqu'à 77 ans. Ça devient compliqué, mais c'est un point de vue personnel, je m'égare un petit peu, je ne devrais pas. Voilà, on cliquera un petit peu sur les trucs tout à l'heure, je vous montrerai des outils, je vous parlerai de ce projet Mes Amours, également peut-être ce qu'il en est du facile à lire à comprendre, de l'accessibilité, etc. On verra tout à l'heure. On va passer un petit peu... Moi, j'ai un peu honte, hein, comme vous, mais je passerai très rapidement. Alors d'habitude, j'aime bien le mode présentateur, ça me permet de sauter les diapos, mais là, je ne peux pas. Elles se défilent un petit peu malgré moi, donc je vais m'adapter. Voilà, et effectivement, cette citation d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et c'est vrai que c'est extrêmement étonnant, ce silence assourdissant qui a existé pendant des années sur cette dimension qui était la vie affective et sexuelle. On en sort aujourd'hui, et c'est quand même légitime, parce que ce sont les personnes elles-mêmes qui ont fait effectivement ce chemin, ce travail qui nous aide. Alors, pourquoi c'est si compliqué, effectivement, peut-être d'une manière différente, de penser l'humanité des personnes en situation de handicap? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, les personnes en situation de handicap sont à la fois tellement semblables et tellement différentes de moi. Je me retrouve dans l'humanité de ces personnes et à la fois, il y a un effet de peur, de sidération. C'est-à-dire que lorsqu'on est mal à l'aise avec quelque chose qui nous brasse un petit peu, pour dire les choses simplement, on a tendance à mettre un couvercle, c'est le refoulement. C'est-à-dire que pendant longtemps, on n'était pas à l'aise pour penser ces choses-là, pour le parler dans les masses, etc. Et du coup, les principaux espaces de parole qui devaient s'ouvrir devaient concerner bien sûr les professionnels. Alors, parce qu'on est aussi en France, je pense, mal à l'aise pour définir ce qu'est le handicap. Et on est souvent dans une approche qui est extrêmement linéaire et médicale du handicap, ce qui n'est pas juste. Je m'empresse de dire que malheureusement, en ce qui concerne la grille GEVA d'un MDPH, on reste sur ce schéma de Wood, 1981, déficience, incapacité, désavantage, et qu'on est encore dans un modèle, je l'ai caricaturé un petit peu, ça pourra me connaître au cours de la journée, vous verrez que je suis un petit peu dans l'emphase, dans la caricature, mais très linéaire, alors qu'aujourd'hui, depuis effectivement quelques années déjà, puisqu'il s'agit de 16 ans, nous sommes dans une approche qu'on pourrait définir comme sociale du handicap. Et ça, c'est très important parce que du coup, nous, professionnels de l'accompagnement et du soin, ça va nous permettre d'agir concrètement auprès et avec les personnes concernées. Comment ? Simplement en repérant que les personnes ne sont pas handicapées. On n'a plus le droit de dire les handicapés ou l'handicapé, avec le L elliptique, là. On doit dire des personnes handicapées, c'est déjà pas mal, mais vous voyez que personnes handicapées, on garde ce stigmate quand même sur le front, où ce sont des personnes qui restent quand même handicapées dans tous les registres de leur vie. Dire personne en situation de handicap, ce qui me paraît très important, c'est de repérer que la personne ne va pas être, en situation de handicap dans tous les registres de sa vie. Donc là, on s'en fiche de ce schéma, j'ai pas le temps de vous en parler, on peut le reprendre. L'intérêt, c'est de voir que c'est le cercle, l'ovale au centre, là, l'interaction qui me paraît important entre ce qu'est la personne, mais surtout, ce qui va être déterminant, c'est ses choix de vie. Que souhaite faire la personne de sa vie ? Est-ce qu'elle souhaite vivre chez elle, en établissement, de jour, de nuit, se marier, avoir des enfants, des pratiques sexuelles, etc., etc. Et en fonction des éléments facilitateurs, ou au contraire des obstacles que la personne va retrouver dans son milieu de vie, dans son contexte, elle sera ou non en situation de handicap. Mais ça veut dire que notre mission, pour nous, puisqu'on est payé pour ça, professionnels de l'accompagnement et du soin, ça va être effectivement de limiter les situations de handicap en essayant effectivement de trouver des mécanismes de compensation. Qu'est-ce qu'un mécanisme de compensation ? C'est très simple, il y en a quand même pas mal qui ont des lunettes. Vous voyez que moi je suis myope, depuis que je suis gamin, 10 ans, j'ai des lunettes. Si j'enlève mes lunettes, je suis en situation de handicap. Si je remets mon aide technique, j'ai toujours ma déficience,
ma incapacité à voir de loin, mais je ne suis plus en situation de handicap. Et là, c'est très important. Mal nommer les choses, t'ajouter au malheur du monde. Donc, attention, le vocabulaire, les mots structurent notre pensée, vous l'avez brillamment rappelé, c'est-à-dire qu'on a le devoir de dire personne en situation de handicap, puisque c'est une posture qui, au-delà de la bien-pensance ou du politiquement correct, renvoie les personnes à leur capacité de libre arbitre, vous l'avez cité beaucoup, de faire leur propre choix dans leur existence, y compris la vie affective et sexuelle. Alors, je vais passer très vite, tout a été dit. C'est-à-dire que, bah oui, la sexualité, ce n'est pas inné ou naturel, cela s'apprend. C'est pas la tuyauterie comme on l'a vu à l'école, peut-être encore trop souvent, malheureusement. Le premier organe sexuel, il est entre nos deux oreilles, c'est notre cerveau. Vous l'avez dit, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, nos fantasmes, nos rêveries, notre imaginaire, etc. Deuxième organe sexuel, comme vous l'avez rappelé, c'est la peau, la sensualité, etc. Et en troisième lieu vient le jeu plus ou moins trivial des organes génitaux, qui a quand même quelques bénéfices secondaires, on va dire, mais qui vient, vous l'avez décrit, en parlant de consommation, au bout de chaîne. Ou non. Donc la sexualité ne se résume pas à la génitalité. Et ça, c'est important, vous l'avez rappelé, dans la pénétration, dans ce qu'on pouvait définir une pénétration dans un registre très hétérocentré, en plus, d'un pénis qui pénétrerait dans un vagin. On est dans cette représentation-là de la sexualité, qui est quand même très archaïque et qui renvoie effectivement aussi à la procréation, ce qui a été quand même un des obstacles majeurs qui a fait que cette dimension de la vie affective et sexuelle n'a pas pu se développer aussi facilement qu'on pouvait l'imaginer. La sexualité va se construire et évoluer tout au long de la vie. C'est sûr qu'on n'a pas la même sexualité à 15 ans, puisqu'on a pris cet âge-là, à 25 ans, 45 ou 95 ans. Je vous le dis parce que, malheureusement, l'avancée en âge est souvent un grand pourvoyeur de situations de handicap. Donc, si on est là ce matin, on va se dire qu'on est là parce qu'on est très égoïste, en fin de compte. On est en train de se poser la question de quel va être notre destin, peut-être, plus ou moins funeste dans quelques années, ou peut-être même dans quelques minutes ou quelques heures, si malheureusement on se fait un petit AVC, on se fait renverser par une bagnole et qu'on finit dans l'établissement dans lequel on travaille, effectivement, plus ou moins, où travaillent nos collègues, puisque maintenant on fait famille. Voilà. Et ces questions, autant effectivement handicap et sexualité n'est plus un tabou, autant je dirais avancée en âge et sexualité, on fera un deuxième colloque, mais je pense que là on aurait à la fois du semblable et du particulier à la notamment. Donc, composante essentielle de notre personnalité, l'altérité, la sexualité, c'est l'altérité, mais il faudrait dire aussi, c'est que c'est notre propre identité sexuelle qui va fonder la relation aussi avec les personnes qu'on accompagne. Il ne se passe pas la même chose selon que je suis un homme professionnel ou une femme professionnelle face à un homme en situation de handicap ou une femme en situation de handicap. Quelle que soit d'ailleurs mon orientation sexuelle. Donc, le champ de la sexualité est extrêmement vaste, beaucoup plus vaste. Et je vais passer très rapidement, puisque vous l'avez dit, la sexualité, bien sûr, est ancrée dans le biologique, dans le somatique, mais elle est aussi ancrée dans le champ du social, avec nos modèles, nos rôles sexuels, dont les magazines masculins, féminins, la télé-réalité nous abreuvent quand même à longueur de journée, et aussi dans le psycho-affectif, c'est-à-dire pas de sexualité, si effectivement il n'y a pas d'estime de soi, la capacité à être seul sans être esseulé, à pouvoir se retrouver dans un espace sécure, en soi ou avec les autres, etc. Et puis la question du plaisir, bien entendu, qui est fondamentale. Pas de sexualité sans la dimension du plaisir. Mais j'ai envie de dire, le plus important sur ce schéma, c'est cette flèche qui apparaît. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler de sexualité, et a fortiori la sexualité des autres, on devra, puisqu'on est professionnel, prendre le soin de toujours se situer à l'intersection de ces trois champs. La sexualité, ce n'est jamais uniquement du champ du corporel, jamais uniquement du champ du social ou de l'anthropologique, jamais uniquement du champ du psychanalytique ou de la sublimation. C'est toujours une petite part de ces trois champs, au moins, qui coexistent, quel que soit effectivement ce dont on va parler. Je vais très vite, parce que je n'ai pas regardé l'heure, donc je vais me faire... bon, voilà. Alors,
On y arrive, santé sexuelle, droit sexuel, vous l'avez dit, etc. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient vous parler de droit sexuel alors que dans votre exposé, vous êtes très bien dit que non, enfin, il y a autre chose. Alors, santé sexuelle, ce qui est très important, c'est notre axe de référence au CRS. C'est un choix. Hein. C'est vrai qu'on a choisi ce modèle. Il y aurait d'autres modèles qu'on pourrait choisir. On a choisi ce modèle parce que je pense qu'il est utile en établissement et services sociaux et médico-sociaux. C'est-à-dire que l'OMS, en 1975, je vous ai fait grâce de la définition, puis en 2002, a rappelé quelle était la définition de la santé sexuelle. Alors, ils ne sont pas foulés, hein. Ils ont repris la définition même de la santé qu'ils ont rapportée, reliée à la sexualité. Et tout le monde le sait dans cette salle, la santé, c'est un état subjectif. La santé, c'est un état de bien-être, d'équilibre, qui est bio-psychosocial. C'est-à-dire qu'autant la définition de la sexualité est dans un mode intégratif, bio-psychosocial, la santé également, c'est un état de bien-être qui est à la fois physique, émotionnel, mental et sociétal relié à la sexualité. Et puis l'OMS enfonce le clou et rappelle que la santé sexuelle ne saurait être réduite à l'absence de maladies ou de dysfonctionnements, bien entendu. C'est pas parce qu'on n'a pas de handicap, c'est pas parce qu'on n'a pas de maladie qu'on est en bonne santé. L'OMS va encore plus loin, et ce qui est écrit en gras, là c'est moi qui souligne, en disant que la santé sexuelle exige une approche qui est à la fois positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences, vous l'avez dit, d'expérimenter, des expériences plaisantes dans le plaisir, sécuritaires, alors c'est pas en QHS, hein, quartier haute sécurité, hein, c'est en toute sécurité, sans coercition, sans qu'on m'impose ou qu'on m'oblige à penser des choses, sans discrimination, quel que soit mon état de santé ou de handicap, et sans violence. Alors, c'est très important. Il a fallu que je fasse des choix, on en reparlera peut-être cet après-midi, hein, en disant effectivement que, et vous le savez tous et toutes, hein, puisque vous en faites l'expérience de manière empirique quasiment tous les lundis matins, que la santé sexuelle est bien entendu en lien avec la santé physique et la santé psychique. Tous les lundis matins, vous regardez la tronche de vos collègues ou de vos chefs de service et vous vous dites, ben, lui ou elle aurait mieux fait de plus s'éclater ce week-end, serait peut-être plus performance, plus en bonne santé, etc. Et bien sûr, bah, c'est une expérience empirique que vous faites, qui a été démontrée, hein, par exemple. Le meilleur somnifère qui existe, l'orgasme. Hein, une petite libération d'endorphine, etc. Pour monsieur et madame. Le meilleur antimigraineux qui existe, c'est un orgasme. Donc il y a je crois que c'est des Suédois ou des Norvégiens qui ont fait cette étude. Enfin, vraiment, les gens font n'importe quoi. C'est même très bon contre les AVC. Très bon contre les AVC, enfin protecteur, etc. Voilà. Donc, vous voyez, le coup de la migraine, ça passe plus. On ne peut pas dire non, chérie, j'ai la migraine, chérie, IE, parce que l'autre va se sentir obligé de dire ah ben non, il faut que je m'y colle, quoi. Enfin, voilà, j'étais pas forcément très motivé, voilà. Ça, je parle bien entendu dans un registre personnel, parce que je m'aperçois que je délire un petit peu et que je ne suis plus dans la posture professionnelle, mais vous voyez ce qu'il en est très bien. Alors, pour réaliser et maintenir la santé sexuelle, il faut protéger les droits sexuels de chacun et de chacune. Et ça, j'insiste aussi beaucoup sur ce deuxième schéma, qui est cette balance, là, qui n'est pas la balance de la justice, mais qui est une belle balance Roberval qui est équilibrée. La santé sexuelle, c'est ces deux plateaux de la balance qui sont bien équilibrés. D'un côté, l'épanouissement, le bien-être, l'augmentation de la qualité de vie. De l'autre, la réduction des risques et des dommages. Mais effectivement, la sexualité ça ne doit pas être vue uniquement du côté des risques, des dangers, des dommages que cela pourrait faire courir à la personne concernée ou à la société, etc. Et ça, c'est très important parce que du coup, ce message ne passe pas du tout avec les ados. Hein. Enfin, voilà, on n'a pas de la sexualité pour mettre un préservatif. On a de la sexualité pour prendre du plaisir, pour faire une expérience plaisante, pour augmenter notre qualité de vie. C'est un choix, on n'est pas obligé de passer par des pratiques, on reviendra dessus. Et ça, c'est très important. Vous voyez pourquoi ce modèle est intéressant de mon point de vue, en établissements sociaux, médico-sociaux, c'est parce que, justement, ça va nous permettre d'ouvrir sur la possibilité, y compris, et j'en parlerai, de personnes qui peuvent être, par exemple, polyhandicapées,
et qui ne sont pas peut-être dans une sexualité qui ressemble à la nôtre. Et je m'empresse de dire, parce que ça me démangeait, que quelquefois, on est dans une approche très valido-centrée. Et il faut accepter aussi de se départir de nos propres modèles, de nos propres valeurs, comme vous l'avez dit, pour pouvoir entendre ce que l'autre a à nous dire. Et c'est dans le silence, peut-être aussi, de nos représentations qu'il faut savoir faire taire parfois. Bon, je m'égare, je suis un philosophe. Alors, voici donc ces droits sexuels de l'OMS qui sont les suivants. Le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible grâce à l'accès à des services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction. Vous avez plein de conseillers, conseillères conjugales dans cette salle. Le CGID est à côté. J'ai vu effectivement le centre gratuit d'information, dépistage, diagnostic des IST. Donc il est accessible à tous et à toutes, citoyens, citoyennes, y compris, j'imagine, les personnes en situation de handicap. Quid des gynécos qui sont accessibles sur le département. Quid des urologues. Quid des thérapeutes familiaux, etc., ou conjugaux, etc. Donc la question, c'est la question du réseau de soins qui est offert aussi aux personnes en situation de handicap et de l'accessibilité qui passe par les beaux plans inclinés qui sont là, mais qui passe aussi par les représentations et les stéréotypes qu'ont les personnes, les peurs aussi d'accompagner ou de soigner des personnes différentes. Parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire que le handicap, ça nous renvoie quand même à une forme de monstruosité, qui est quand même très compliquée. Voilà. Donc c'est Pierre Ancet, qui est aussi philosophe à Dijon, qui a écrit son bouquin, c'est sa thèse, c'est la phénoménologie des corps monstrueux. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment ça peut être très compliqué d'être face à aussi une personne tellement différente de nous, qu'elle nous paraît mettre en danger notre propre humanité, et qu'on met ce couvercle-là, et que du coup on se retrouve un peu tétanisé sans pouvoir réagir. Et puis l'accessibilité, c'est aussi l'argent. C'est l'argent, bien évidemment. Effectivement, si vous avez des consultés à 60 €, ça va être compliqué pour des personnes qui touchent une AH à 800 €, je crois. Enfin, vous avez vu que je ne compte pas trop, moi. Alors, le droit de demander, d'obtenir, de transmettre des informations et entrer à la sexualité, le droit à une éducation à la sexualité. Quand on va au Canada, on se rend compte que le taux de violence sexuelle faite aux personnes ayant des incapacités, c'est comme ça qu'ils parlent là-bas, est très, très, très élevé, beaucoup plus que chez nous. C'est très étonnant. On se dit, mais pourquoi il fait froid, ils passent leur temps à s'ignoter, ou je sais pas quoi. Non, c'est simplement les critères d'inclusion des violences à caractère sexuel. En dehors des agressions et des viols, je ne reviendrai pas dessus, sur les définitions, qui sont très très différentes d'ailleurs d'une culture à l'autre, ils ont effectivement fait rentrer aussi dans les violences sexuelles le fait de ne pas donner d'éducation à la sexualité. Le fait que dans un service à l'hôpital, il n'y a pas une personne référente. Le fait qu'il n'y a pas de brochure disponible, etc. Donc vous voyez que peut-être si on avait les mêmes critères d'inclusion aujourd'hui, même si de gros efforts ont été faits, je m'empresse de le dire, peut-être qu'on se rapprocherait de taux qui sont un petit peu similaires à ceux du Québec. Le droit au respect de son intégrité physique. Bon. La question, c'est aussi, par exemple, l'obligation implicite qui est faite à certaines jeunes femmes en situation de handicap à l'entrée dans l'établissement pour adultes d'opter pour une méthode de contraception qui n'est pas forcément appropriée. Quel est l'intérêt, par exemple, avec le recul, d'avoir... Il reste 5 minutes ? Ah, mais je suis mort. Alors la contraception sera pour plus tard, mais le choix de la contraception, c'est bio-psychosocial. Le droit au choix de son ou sa partenaire... Oh là là, il fallait me le dire plus tôt, je suis mort. Le droit, et vous l'avez rappelé, d'avoir une vie sexuelle active ou non. La sexualité est toujours présente, mais on peut faire le choix d'avoir des pratiques actives ou non, à une période de son existence ou tout le temps. Le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir des enfants au moment de son choix. Et je pense que l'année prochaine ou 2 ans, on se retrouvera ici sur la question de parentalité et déficience intellectuelle, parce que c'est ces questions, effectivement, qui agitent aujourd'hui vraiment les établissements, Santé publique France, les grosses associations comme le CRS, etc., avec des personnes permulatrices, et le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. C'est un peu bisounours, je vous le passe, on en reparlera. Mais pour autant, vous l'avez dit, la sexualité n'est pas un droit opposable. C'est une liberté fondamentale. Ah bon, vous me faites peur. Mais quelle blagueuse.
C'est une liberté fondamentale que nul ne peut venir entraver et qui présuppose le respect absolu de la vie privée et de l'intimité. Mais je ne reviens pas dessus puisque c'est Monsieur Letellier qui vous parlera de vie privée et d'intimité en établissement et services sociaux et médico-sociaux, j'imagine. Alors, on en arrive à ce schéma qui me paraît très important, c'est-à-dire que le droit, oui, mais le droit ne suffit pas à conduire l'accompagnement ou le soin dans les établissements et services sociaux, médico-sociaux. Il est indispensable, c'est indiscutable, de connaître le droit et de bien le connaître. Je n'ai pas le temps d'en parler, on en parlera lors des questions, ou cet après-midi, ou dans l'atelier, etc. Il n'y a aucun souci. Mais le droit nous renseigne que sur une seule chose, ce qui est légal ou illégal. C'est simple. La morale, elle, nous renseigne sur ce qui est bien ou ce qui est mal. À chaque société, à chaque culture, la morale, ce n'est pas forcément négatif, c'est l'héritage aussi de notre culture, de notre éducation, du domaine du cultuel aussi peut-être, qui va nous renseigner sur ce qui est bien ou ce qui est mal. Et puis l'éthique, j'ai simplifié un peu, hein, j'ai honte devant les philosophes, il y en a plein dans cette salle, il y a Bernard Solé et tout, voilà. L'éthique, c'est ce que moi je choisis comme étant bon pour conduire ma vie. Qu'est-ce que je choisis comme étant bon pour conduire ma vie ? C'est moi qui décide. C'est moi, personnellement, qui vais choisir, etc. Et ça, c'est très important parce que souvent, lorsqu'on est en situation de handicap ou dans un établissement, on a la tendance à ce que des personnes vont effectivement faire les choses à votre place et décider un petit peu comment conduire votre vie. Vous voulez vous inscrire sur Mythique ? Sur Facebook, etc., il y aura toujours une âme charitable qui dira en équipe « Ah ben non, pas Germain, non, il est déjà trop naïf, etc., donc il va se faire embobiner, il va se faire piquer son fric, etc. » Et la question du risque est fondamentale, parce que les personnes en situation de handicap militent pour le droit au râteau, le droit de faire leur propre expérience. Accompagner quelqu'un, ça veut dire accepter d'accompagner quelqu'un vers la moins pire des solutions. Ça veut dire accepter d'accompagner quelqu'un vers pas forcément ce qui pour nous semble évident et semble logique. Accompagner quelqu'un, c'est accompagner quelqu'un qui va prendre le risque de se casser la gueule. Mais on est en équipe, on est dans un cadre institutionnel, on peut réfléchir qu'est-ce qu'il en est de la prise de risque et comment on va la mettre à l'œuvre. Et ça, c'est fondamental. Accompagner quelqu'un en le protégeant toute sa vie des difficultés qu'il pourrait rencontrer ou qu'elle pourrait rencontrer, etc., c'est survulnérabiliser les personnes, c'est surhandicaper les personnes. Si on ne peut pas faire ses propres expériences, on ne saura jamais, aujourd'hui, 21 mars 2017, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas dans notre vie affective et sexuelle, avec qui, dans quelles circonstances, à quelle fréquence, etc., et qui peut encore changer, parce qu'on a fait plein de belles expériences. Mais on a fait aussi beaucoup de plantages pour certains ou certaines. En tout cas, moi. Voilà. Et on continuera peut-être, parce que ça nous permet aussi de définir qu'est-ce qui nous convient dans notre existence, y compris la vie affective et sexuelle. Donc, si ce que la personne qu'on souhaite accompagner demande un accompagnement qui est dans le triangle éthique, on va l'accompagner. Si c'est en dehors, bien sûr, je reviendrai sur des exemples plus précis, si vous voulez, ou plus cliniques, bien, on dira non, parce qu'on est dans une posture professionnelle et que nos propres valeurs personnelles doivent aussi passer dans le fil de l'institution et de la loi. On fait ce qu'on veut chez soi, pour soi, mais lorsqu'on accompagne quelqu'un, on ne peut pas accompagner quelqu'un à transgresser la loi. Ce n'est pas possible. Malheureusement, un écueil qu'on retrouve encore un tout petit peu parfois, c'est ce fameux plafond de verre. En gros, je vais vous le décrire, c'est le style foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on dit à la personne « Non, mais tu es au centre de ton projet. Mais en fin de compte, tu peux pas recevoir qui tu veux quand tu veux. Tu peux pas... voilà. Tu peux pas t'habiller quand tu veux. Tu es obligé de te doucher le matin et pas le soir. Tu es obligé de goûter tes brocolis à 47 ans, alors que, je sais pas, vous avez des amis, vous, qui viennent des fois et qui mangent pas de brocolis, vous n'allez pas les obliger à bouffer les brocolis, vous leur faites autre chose. Vous voyez ce statut où on a tendance à infantiliser la personne. C'est de l'implicite. Voilà, maintenant, il n'y a plus aucun établissement où c'est écrit « la sexualité est interdite dans l'établissement », parce que c'est un abus de droit, c'est interdit. Voilà. Mais il y a une manière de dire les choses.
par exemple, d'avoir tordre le nez par rapport au calendrier, au poster dans une chambre d'un résident ou d'une résidente. Ben, c'est lui signifier ouais, franchement, pas chouette quand même, hein. Je te félicite pas. Vous voyez, non, la personne n'a pas à être au centre du dispositif. La personne est dans le dispositif. Et ce qu'on observe, c'est pas la personne, c'est son projet, au même titre qu'elle va travailler, elle va réfléchir avec les personnes qui l'accompagnent, etc. Donc ça me paraît fondamental. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une chose très simple, c'est que c'est la personne qui vit une situation de handicap qui est experte de sa propre vie. Ce n'est pas nous, ce ne sera jamais nous. Plus une personne est soi-disant dépendante, plus une personne est soi-disant vulnérable, plus on doit faire l'effort de lui restituer cette capacité à être experte, acteur, artisan de sa propre vie. C'est fondamental. Ça veut dire que on ne va pas hiérarchiser nos propres savoirs professionnels ou les savoirs scientifiques avec les savoirs profanes. Ce que la personne pense, ce qu'elle conçoit de son existence, et a fortiori de sa vie affective et sexuelle, je pourrais dire sexualité, vous avez vu que ça englobe tout, hein, est aussi important que ce que le sexologue pense, que le philosophe pense, ou d'autres personnes bien intentionnées peuvent penser autour d'elle. Il faut toujours prendre en compte ce que pense la personne, les représentations de la personne. C'est fondamental. C'est la personne qui vit une situation de handicap, qui est l'experte de sa propre vie. Ce n'est pas nous. Et ça veut dire qu'on doit effectivement être dans un regard positif, inconditionnel, de l'empathie, etc., pour pouvoir l'accompagner. Alors, vous voyez que là, on arrive ce matin, après s'être posé la question brillamment, en quoi je suis concerné par la sexualité. Tous et toutes, on est concernés, et tous et toutes, pardon, on est concernés aussi par la sexualité des personnes qu'on accompagne au quotidien. Mais ça suffit plus. Il va falloir se poser la question de comment je suis impliqué. Oui, forcément, c'est le minimum syndical qu'on soit concerné, sinon on aurait du mal à toucher notre paye tous les mois, effectivement. Hein. Concerné, certes. Impliqué, comment? Et à quel niveau? Et on n'est pas forcément tous et toutes interchangeables. Donc ça sera aussi le travail, je pense, des questions et des ateliers de cet après-midi. 5 minutes cette fois-ci. Donc il s'agit bien des postures professionnelles qui sous-entendent des réponses graduées. Et vous voyez que ce qui est important dans cette pyramide, bon, je suis un peu nul dans la construction, hein, c'est que la base, avant toute chose, c'est le respect, la reconnaissance d'une vie affective et sexuelle pour chacun, chacune, y compris les personnes en situation de handicap. Ce respect, cette reconnaissance, doit se vivre au quotidien, dans les réunions d'équipe, dans les projets individualisés, dans les réunions de parents, mais aussi avec les personnes concernées elles-mêmes. La reconnaissance que cette dimension existe et qui passe aussi, je vais vous échapper, dans les textes institutionnels. En dehors de la Charte des droits et des libertés, qui est magnifique, qu'il faut revisiter, qu'il faut relire. Il y a 5, effectivement, chapitres sur 12 qui concernent la vie affective et sexuelle, la vie familiale, etc. Il s'agit effectivement de faire vivre ce respect, cette reconnaissance, qui est la base de notre action. Mais si ce respect, cette reconnaissance n'est pas présent, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On risque de se casser la gueule. Deuxième niveau, c'est l'information. Qu'est-ce qu'on est capable de restituer comme information? Bonjour, voilà, voyez, mardi, j'étais à un colloque à Saint-Denis, etc. On m'a dit ça, j'ai vu des gens bizarres, des philosophes, des sexologues, j'ai envie de vous rapporter ça, voilà. Mais de dire ça aussi aux personnes en situation de handicap, qui sont concernées par ce que vous faites, etc. Informer sur la sexualité, mais aussi le conseil d'orientation. Et là, c'est peut-être différent. Conseiller quelqu'un sur quelle méthode de contraception, quelle pratique sexuelle adaptée à telle incapacité, etc. Bon, ça demande peut-être des postures professionnelles un petit peu différentes, ni mieux ni moins bien, mais différentes. C'est des gens qui ne sont pas tous interchangeables, pas tous à la même place. Et puis, ce qu'on cite souvent, c'est uniquement le sommet de la pyramide. Donc le conseil, le soin, la thérapie, l'accompagnement, comme si c'était, on voyait que ça, et ça cache tout le reste de la pyramide. Or, tout ça, c'est minime, c'est infime. Parler de soins, de thérapie, d'accompagnement sans avoir effectivement assuré de bonnes fondations, c'est faire en sorte prendre le risque plutôt que tout s'écroule. Voilà. Et comme je suis têtu, je vous redis qu'au sommet, c'est bien la personne qui est experte, l'artisan de sa propre vie, etc. Donc en fait, je suis désolé, je n'avais pas de photo de Jérôme, j'ai hésité à mettre celle-là, c'est la photo de Jean-Baptiste Nessard, mais
il est vraiment temps de continuer ce travail afin de passer d'un regard qui dévisageait un problème à un regard qui envisage aujourd'hui des solutions, qui envisage une humanité partagée, effectivement, une humanité construite. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Chopez l'adresse internet si vous voulez le PowerPoint, on vous enverra un petit truc, ou alors voilà. Et puis, on aura l'occasion de reparler un petit peu de tout ce que je souhaitais partager avec vous ce matin. Merci mille fois de votre attention et je suis ouvert aux questions si vous le souhaitez. Oui, et puis comme vous le disiez, c'est qu'un début, puisqu'on vous retrouve aussi cet après-midi, et notamment dans le cadre de l'animation de l'atelier A. Des questions, des remarques. Qui est-ce qui veut intervenir ? Bonjour. Voilà, je suis animateur dans une maison d'accueil spécialisée et souvent les résidents viennent me voir pour me demander est-ce que tu nous ramènes à rue Saint-Denis, les emmener donc pour des prostituées. Voilà, donc ça m'est arrivé, mais bon, après j'en ai parlé à ma direction m'a bien dit quand même fais attention parce que là tu deviens proxénète. Voilà, enfin voilà, c'est souvent ces questions-là qui se posent sur les résidents. Ouais. Alors là, on est d'accord, hein, sur le sommet de la pyramide, qui est la question de la prostitution, voilà, et ou de l'accompagnement ou de l'assistance érotique ou sexuelle. Alors, je suis passé très vite. Hein, vous savez que le CRS est sur des missions opérationnelles, n'a pas vocation à faire de prosélytisme. Voilà, je peux en parler, il n'y a pas de souci. Hein. On peut aussi revoir effectivement ce triangle éthique et se rendre compte que dit la loi ? La loi dit que se prostituer en France n'est pas illégal, mais rendu quasiment impossible par une succession de lois. Vous-même, dès ce soir, lorsque vous ne serez plus sous contrat de travail, vous pouvez vous prostituer, et ce n'est pas illégal du moment que vous déclarez vos revenus dans la case idoine, hein, bénéfices non commerciaux ou autres. Par contre, ce qui est interdit en France et puni par la loi, c'est le proxénétisme, c'est le fait d'accompagner ou d'encourager la prostitution ou que quelqu'un aille vers la prostitution. Et depuis la loi du 13 avril 2016, vous le savez très bien, il y a une pénalisation des clients, puisqu'en fait, vous risquez désormais, si vous êtes client et chopé en flagrant délit, en flag, vous risquez une contravention de 5e catégorie qui se monte à 1 500 € et qui devient un délit en cas de récidive, hein, puisque c'est cette fois-ci 3 750 € et un délit en cas de récidive. Donc, accompagner quelqu'un, ce n'est pas choisir à sa place. La loi, elle punit, elle n'interdit pas. Donc, si je suis en posture éducative, je dois informer la personne de ce que je viens de dire. Et je dois le faire dans un langage qui est accessible pour m'assurer, 2002-2005, du consentement libre et éclairé surtout, par un discours accessible de ce que je viens d'énoncer. Mais je ne peux pas obliger la personne à respecter la loi. Quand vous avez votre volant dans les mains, si vous faites du 57 en ville, ben vous faites choper, vous payez. Vous avez aussi une amende, une contravention, etc. Donc c'est ça la posture éthique, c'est ça l'accompagnement. C'est pas décider à la place des personnes. Ce n'est peut-être pas non plus, et c'est très difficile, c'est pour ça qu'il y a des temps d'analyse des pratiques professionnelles, des temps de travail en équipe, je peux être contre, mais viscéralement contre la prostitution, et accepter d'accompagner quelqu'un en lui tenant ce discours sans lui laisser percevoir ou projeter mes propres limites et mon propre choix de vie. Et ça, c'est fondamental. Et ça, effectivement, on l'apprend tous et toutes, tous ensemble, dans les institutions, où il se passe de belles choses, et on peut effectivement réfléchir à ces questions. À condition qu'on ouvre des espaces de parole. Et un des espaces de parole dans l'institution, c'est quand même le temps du projet individualisé, pour chacun des résidents, des résidentes ou des usagers, usagères des établissements sociaux et médico-sociaux. Merci. On en parlera plus tard. Merci. Oui. Bonjour, je suis donc éducatrice, je m'appelle Aminé. Je trouve un petit peu dommage que les personnes en situation de handicap ne viennent pas un peu témoigner sur le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et je me pose la question, pourquoi il n'y a aujourd'hui pas de personnes en situation de handicap visible. Voilà.
Eh ben, oui, alors je suis d'accord avec vous, mais le handicap, ce n'est pas que le fauteuil. Hein. Il y a beaucoup de handicaps qui sont invisibles, vous le savez très bien. Non, mais qui vivent au sein des institutions. Ah, c'est autre chose. Alors voilà, vivre au sein des institutions, des établissements et services sociaux, médico-sociaux, effectivement. Donc, je comprends mieux votre question. C'est juste, effectivement, hein, ça va un petit peu à l'encontre de ce que je vous ai dit, hein, de l'empowerment et de la pérémulation, c'est-à-dire que ce soit des personnes elles-mêmes qui puissent déterminer ce qu'elles souhaitent pour conduire leur vie. Il y a un mouvement anglo-saxon qui s'appelle Independent Living. Hein, le slogan, c'est, alors je suis nul en anglais, c'est Nothing about us without us. Rien qui nous concerne sans nous. Rien sur nous sans nous. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Mais là, on est dans une approche des je mets les guillemets, 14 guillemets, des handicapés méchants. C'est-à-dire qui sont dans une inscription politique de l'accompagnement et du soin, effectivement. Et là, je vous rejoins. Je pense qu'il y a de plus en plus d'espaces, de mouvements qui permettent aux personnes en situation de handicap de faire entendre leur voix, y compris, c'est là qu'on voit que c'est plus un tabou, dans des champs très particuliers, selon l'orientation sexuelle ou selon le choix des pratiques sexuelle aussi. Hein. Évidemment, ça m'échappe. Mais en Espagne, il y a effectivement tout un courant qui s'apparente à Porn Orthopédia. Hein. C'est un festival qui a eu lieu, je crois, à Tours, donc, qui montre vraiment comment des corps différents peuvent être aussi dans des champs un peu underground. Pour ceux qui l'ont vu, il y a le film de Philippe Barassa, Les Indésirables, qui est un film en noir et blanc, hein, qui est un film passionnant, qui est très particulier. À Paris, vous avez l'association Gay Lesbien Handicap qui a fait un film aussi qui s'appelle Dévoti, par exemple. Hein. Et là, on est dans une dimension qui est effectivement toutes des modes d'expression underground dont s'emparent les personnes. On n'est plus dans le politiquement correct. Hein. Si on avait eu le temps, je voudrais passer aussi quelques petits courts-métrages, bon, soft, hein, qui sont passés sur Arte, hein, donc voilà, mais qui montrent quand même, qui sont un peu dérangeants sur les postures professionnelles, hein, qui sortent du côté un peu cucu angélique, où on sensibilise, c'est beau, c'est magnifique, il faut y aller, t'as des droits. Oui, non, mais ça va, quoi. Au bout d'un moment, c'est aussi prendre les personnes en situation de handicap pour des abrutis, quoi. Il faut aussi les accompagner dans des choix et des pratiques bizarres. Bonjour, je reprends la parole. Oui, encore moi. Mais c'est des anecdotes, parce que du coup, en fait, voilà. Un jour, on a vu arriver 2 personnes en situation de handicap dans notre structure, bon, il y a quelques années. Et ils avaient des rapports sexuels. Ouais, mais voilà, mais personne n'était au courant dans la structure. Et ce qui a causé souci, c'est pour les personnes accompagnantes, donc les AMP, les aides-soignantes, puisque quand ils souhaitaient avoir des relations sexuelles, il fallait bien les aider, les placer, les mettre bien en place dans le lit, tout ça. Et ça, je me souviens, ça avait pas mal choqué pas mal de personnel, quoi. Hein. C'était vraiment le truc... pour certaines filles, c'était très dur. Ouais, voilà. Alors, il y a différentes choses. D'abord, je ne veux pas empiéter sur l'intervention de Monsieur Letellier, mais il y a le droit absolu de l'intimité et la sacralisation de la chambre dans les établissements. C'est-à-dire que si ce lieu n'est pas sacralisé comme un lieu d'intimité de vie privée, il n'y a pas de possibilité d'avoir une vie affective et sexuelle. On doit pouvoir se retrouver dans sa chambre, quel que soit le type de handicap, hein, voilà, sans qu'on soit intrusé par soit des collègues, hein, d'autres résidents-résidentes, soit des professionnels, etc. Après, il y a la question du silence assourdissant qu'il y a eu pendant quelques années, hein, quelques décennies, sur la question handicap et sexualité. Et on va dire cette forme de non-traitance qui était presque plus violente que la maltraitance, puisqu'en fait, les personnes avaient presque intériorisé le fait que c'était pas pour eux, ça les concernait pas, etc. Et puis, santé, ouais, réduction des risques et des dommages. Bah ouais, les ARS aussi se sont dit, mais attendez, ouais, on est dans un établissement... Vous devez à la fois protéger les personnes et les emmener vers l'ensemble de leurs droits. Mais comment vous voulez que les personnes se protègent ou comment vous voulez que l'institution protège les personnes si on n'évoque pas avec elles tout le registre des risques ? C'est-à-dire que, ouais, ben, peut-être le risque de grossesse non désirée, le risque de violence liée à la sexualité, etc., le risque de dysfonction sexuelle. En gros, nous, les ARS, nous missionnent dans différents établissements simplement pour tenir ce discours de dire, mais ok, mais si vous n'abordez jamais la sexualité avec les personnes, elles ne peuvent pas se prémunir de risques qu'elles ne peuvent même pas imaginer.
ouvrir des espaces de parole, ouvrir des espaces d'information, ouvrir des espaces de conseil, etc. C'est la seule solution pour pouvoir réduire les risques. C'est pas vous qui allez être au pied du lit pour tenir le préservatif et le mettre quand il le faut, etc. C'est les personnes elles-mêmes qui vont être dans le libre arbitre et l'autodétermination. Le dernier point, c'est effectivement alors, la compensation et les aides humaines. Je pense qu'on y reviendra. Des solutions existent, en particulier avec certaines associations, comme les Amis d'Atelier, etc., dans la région, etc., qui ont pu mettre en place aussi, à travers une association, j'ai oublié le nom, je ne sais pas, l'échelle ou un truc comme ça, la possibilité pour des professionnels d'accompagner des résidents, mais qui ne sont pas de leur établissement. Oui, parce que je pense qu'on pourra l'aborder, je ne sais pas si Jean-Luc Letellier le fera, mais peut-être c'est compliqué aussi de mélanger tous les registres. En tout cas, ça pose des questions qu'il faut mettre au grand jour. Hein, voilà. Peut-être que déjà, c'est déjà énorme d'accompagner les personnes sur toute la vie quotidienne. Est-ce qu'on est obligé de faire bouger les bassins et d'accompagner aussi les gens dans leurs pratiques sexuelles ? Est-ce que, voilà, bon, c'est des questions éthiques et déontologiques. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces sécures et confidentiels pour que ces choses puissent se parler. Je ne sais pas que je veuille botter en touche, mais peut-être plus dans l'atelier ou dans la discussion. Ok, merci. Qui est-ce qui souhaite intervenir aussi ? Alors, donc Dorothée Richard, psychologue. J'ai pas précisé tout à l'heure, en fait, je travaille dans un établissement où des personnes ont vécu un accident de vie, donc qui ont des séquelles cognitives, donc un handicap cognitif. Et nous travaillons avec un vocabulaire très particulier. Et notamment, nous utilisons beaucoup le terme d'autonomie. Il faut retrouver une autonomie, les aider à retrouver une autonomie. Et en fait, il y a une méconnaissance en fait, de ce terme autonomie et indépendance. Et si on arrivait à mieux percevoir cette nuance, on serait en fait dans cet accompagnement de l'individu dans sa globalité, de pouvoir penser par lui-même, et justement de ce que vous ameniez tout à l'heure du handicap par rapport à votre vue, de pouvoir, voilà, juste envisager en fait dépendance, indépendance et autonomie. Autonomie, l'étymologie, c'est autonomos, ses propres règles. Hein, c'est choisir ses propres règles. Hein, et ça me paraît très important. C'est aussi cette posture, ce pas de côté qu'on fait quand on est professionnel de l'accompagnement et du soin, qui fait que on est dans le registre d'une forme d'empathie, au sens où Tisseron l'a évoqué, je crois que c'était l'empathie au cœur du jeu social, vivre ensemble ou mourir, je ne sais plus son bouquin, et il disait, mais en fait, il s'agit de s'approcher du paysage intime de l'autre, de recevoir ce qui fait résonance et d'accepter d'en être changé. S'approcher du paysage intime de l'autre, ça veut dire que je ne saute pas à pieds joints dans l'intimité, dans le jardin secret des personnes, quelles qu'elles soient, que ce soit mes enfants dans leur chambre, que ce soit les personnes que j'accompagne, etc. Recevoir ce qui fait résonance, c'est être présent à soi pour être présent à l'autre. J'ai un ami qui s'appelle Marcel Nuss, qui a beaucoup travaillé sur la présence à l'autre, etc. C'est fondamental. C'est-à-dire que accepter que dans ce que je vis, je ressens, effectivement, c'est un indice qui m'est donné pour pouvoir accompagner l'autre, quel qu'il soit. Voilà. Donc, recevoir ce qui fait résonance, ce qui résonne en moi, ce qui va aussi peut-être toucher quelquefois un point aveugle. Parce que parler de vie affective et sexuelle, c'est pas la même chose que de parler d'alimentation, ou d'autres champs, etc. Lorsqu'on parle de la vie affective et sexuelle, on se sent presque tout de suite en danger parce que, effectivement, ça va titiller nos propres valeurs, nos propres limites. Accepter d'en être changé, c'est la personne qui nous guide, c'est la personne qui est experte. Ce n'est pas nous qui appliquons procédures ou protocoles, etc., ou champs de réduction des risques, etc. S'approcher du paysage intime de l'autre, recevoir ce qui fait résonance et accepter d'en être changé, c'est-à-dire qu'on va grandir en humanité aussi dans l'accompagnement de la personne. Mais ça veut dire aussi
qu'il va falloir renoncer peut-être à tout un corpus théorique qu'on nous a appris. Il va falloir se départir, aussi déconstruire peut-être des schémas éducatifs, en particulier sur la notion de distance. Vous l'avez dit, je suis désolé, mais je ne passe plus derrière vous, c'est pénible. La distance professionnelle, on ne peut pas être à distance de ses émotions, on ne peut pas être à distance de ses affects si on travaille avec des personnes. Voilà. La distance professionnelle, c'est un gros baratin. Il faut plutôt se rapprocher de ce qu'un psychanalyste qui s'appelle Dury-Varambon appelle la proxy-intimité. Oui, quand je suis dans l'analyse de qu'est-ce qui se joue dans cette proximité à l'autre, je vais pouvoir agir en humanité. Je vais pouvoir considérer que l'autre devient sujet de son existence, devient sujet de désir, à la fois désirant et désirable, et n'est plus cantonné simplement à une position d'être objet de compassion, objet de soins les plus adéquates, futiles, etc. Rappelons-nous l'hospitalisme de Spitz. Tous ces enfants qui mouraient après la guerre, alors que les conditions étaient désastreuses, etc., qui étaient dans des pouponnières, qui mangeaient à leur faim, qui étaient vêtus, qui étaient au chaud, etc. Et on avait une mortalité infantile énorme, simplement parce que ces nourrissons n'arrivaient pas à accrocher leur regard à un intervenant ou une intervenante. Bon, à l'époque, c'était plutôt une intervenante, une infirmière. Et il a fallu restituer quelque chose de l'ordre d'une référence, d'un soutien, d'une altérité, effectivement, à l'autre, parce que ce qui nourrit, c'est autant les nourritures affectives que, effectivement, le lait ou la compote ou je ne sais quoi, les petits pots. Mais effectivement, je crois que ce que vous dites, ça nous aide d'abord, nous, à grandir. C'est des boulots magnifiques. Il se passe de belles choses. Je crois qu'il ne faut pas sombrer non plus dans le catastrophisme. On entend beaucoup de personnes aussi qui s'expriment dans les tribunes. Oui, il y a des choses, des remédiations à mettre en place, etc. Mais il y a plein de belles choses. Moi, je visite beaucoup d'établissements. Il y a aussi plein de belles choses. Il y a des équipes entières qui se mettent en marche. Et c'est très rare. C'est très rare qu'il y ait des réactions défensives, de déni, etc. À chaque fois, effectivement, je pense que les gens réfléchissent autour de leur posture professionnelle. Alors, certes, il y a les moyens, mais ça, j'ai envie de dire, frapper à une porte, s'annoncer, attendre la réponse et rentrer, ça ne nécessite pas plus de moyens. Voilà. Ça va vous prendre 3 secondes et demie de plus, mais qu'est-ce que c'est chouette. Demander le plus souvent possible à une personne qu'on va accompagner dans la toilette, dans la douche, monsieur ou madame, on va dire monsieur, vous préférez que ce soit un homme ou une femme qui fasse aux toilettes? Et prendre le temps d'attendre sa réponse. Et que la personne dise, moi je suis un mec, je préférerais que ce soit un mec, franchement, voilà. Les gens, oui, vous allez dire, mais il n'y a pas de filles, il n'y a pas de mecs, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a fait un raccourci, on ne pose même plus la question. Alors qu'on entend, dit, monsieur, j'ai entendu, vous préférez que ce soit un homme, virgule, mais avec le roulement actuel, pendant 3 semaines et demie, il n'y a malheureusement que des femmes. Et vous serez douchés ou vos toilettes seront faites par des femmes. Et là, c'est restitué dans moi, qu'est-ce que je souhaite dans mon désir. Ça passe par des choses comme ça. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas cher. Ça, c'est fondamental. Accepter qu'une personne s'habille comme elle le souhaite, sans avoir de jugement du style « Ah ben non, ça fait trop handicapé. C'est pas pratique un string pour les messieurs, ils n'en mettent pas, les messieurs ne mettent pas de string, etc. » C'est des conduites qui sont jugeantes, qui sont déshumanisantes, etc. Et qui vont effectivement causer beaucoup de dommages et de ravages chez les personnes qu'on accompagne, mais malheureusement aussi en nous, puisque on va déposer en nous cette déshumanisation qui est présente.